J'allais dire, on ne vous présente plus Franz-Olivier Gisbert, mais en fait, je vais quand même le présenter un petit peu. Hein. Ça se fait. Perdu le portable? Je vais présenter rapidement, puisqu'on ne présente plus évidemment le grand journaliste que vous êtes. Non. Voilà, patron de presse, etc. Par contre... Mais non. Je me suis amusée à voir qu'effectivement, vous étiez franco-américain. Oui. Et que vous êtes né aux États-Unis. Oui, de père américain. Voilà, d'un père... Un père qui a fait le débarquement. Il y a une chanson de Stone et Chardin qui s'appelle Made in Normandie. C'est un type qui fait le débarquement, qui va rencontrer une Normande et qui va l'épouser. Et c'est exactement mon histoire. Et j'ai été élevé en Normandie. Et du coup, comme vous êtes né aux États-Unis, on vous a appelé Franz pour Franz Schubert et Olivier très pour, bien informé. Si vous vouliez prendre un Olivier, prénom français. Voilà, exactement. Parce que c'est pas que si je voulais, c'est que mes parents étaient... on vivait à une époque où il y avait une volonté d'intégration de mon père. Et mon père, il avait gardé la nationalité américaine pour avoir sa pension, parce qu'il a fait donc la Deuxième Guerre mondiale. Et il voulait garder cette pension. Mais l'idée de Franz, c'était s'il vivait aux États-Unis, ce que voulait ma mère, mais mon père voulait aller en Europe, c'était pas du tout l'histoire qu'on aurait pu imaginer. Et donc, s'ils étaient restés aux États-Unis, ils m'auraient appelé Franz. Et s'ils étaient rentrés en France, justement, pour me franciser, ça aurait été Olivier. Et c'est pour ça qu'ils m'ont appelé Franz Olivier, qui est mon vrai prénom. Et quand ils sont rentrés en France, ils ont commencé à m'appeler Olivier. Pourtant, ils avaient fait des études et ça n'a pas marché. Évidemment, à 3 ans, je leur faisais des doigts d'honneur de longueur de journée. Je ne répondais pas. Donc, ils sont remis à m'appeler Franz. Voilà. Donc, je me suis toujours appelé Franz jusqu'à ce que je signe mon premier article Franz Gisbert. Je me suis dit que ça ne faisait pas français. Je suis revenu à mon prénom d'origine, mais j'aurais dû faire Olivier, vous voyez, mais j'ai gardé Franz Olivier. Voilà. Parce qu'au fond, on m'appelle Franz. On vous appelle Fogg maintenant? Oui, bien sûr. Mais j'aime bien le prénom de Franz. De toute façon, c'est vrai que j'aime beaucoup Schubert et bon, j'aime aussi Brahms. Il vaut mieux oui, il vaut mieux, absolument. Par contre, du coup, vous avez découvert la littérature très tôt. Vous avez des parents qui avaient une belle bibliothèque et vous avez commencé par Victor Hugo. Oui. Ça met la pression? Non, parce que j'avais 9 ans. J'ai relu 93 il y a peu de temps. Je trouve que c'est un livre qui est pas mal du tout. Mais, comment dire, je me demande comment j'ai pu comprendre quoi que ce soit à ce livre à 9 ans. Donc, il y a une sorte de mystère. Et je me dis que je n'ai pas dû bien comprendre, mais il y avait des personnages, il y avait des portraits, il y avait 2, 3 éléments dans le livre sûrement qui m'ont complètement emballé. Et c'est vrai que c'était l'époque déjà des affiches et j'avais un grand portrait de Victor Hugo dans ma chambre. Voilà, pour moi, c'était mon héros. Ouais. Le Hugo avec la barbe. Hein. Pas le Hugo de la première époque, là, le joyeux, le guéluron là, qui troussait toutes les femmes de ménage et toutes les filles du coin. Bon, le vieux aussi, d'ailleurs, il ne se gênait pas. Enfin, j'avais plus le personnage d'après, enfin celui d'ailleurs, l'auteur des Misérables. Et d'ayer, vous avez d'abord voulu tout de suite écrire des histoires, être romancier avant de devenir journaliste. Mais à 9 ans, j'avais décidé que je serais Victor Hugo. Bon, je n'ai pas réussi, mais bon, enfin voilà, c'était pas... Comme on dit, faut désigner l'étoile. J'avais mis la barre un peu trop haut, quoi, vous voyez, mais donc là maintenant, voilà, depuis quelques années, j'ai décidé d'être Gisbert, c'est plus confortable. Maintenant, surtout, vous pouvez faire les deux. Et je me demandais, je crois savoir que vous étiez un petit garçon assez timide, oui, très solitaire. Je suis guéri, oui. Voilà. Mais est-ce que c'est pour ça que vous avez choisi l'écriture pour être... Non, ça je crois pas du tout, parce qu'en fait, comme j'avais des problèmes terribles de timidité, c'est-à-dire que je ne pouvais pas parler en public, je voulais être avocat. Comme tous les avocats, vous regardez un peu, c'est des auteurs ou d'anciens bègues, etc. C'est une façon d'essayer de corriger son handicap. Et je me demande bon, je voulais être avocat d'ailleurs, j'ai commencé à faire des études de droit, et puis je me suis orienté dans le journalisme tout simplement parce que c'était incroyable le journalisme. C'est-à-dire j'ai découvert, c'est pour un métier, quoi. On ne travaille pas, c'est que du bonheur tout le temps. Mes enfants me disaient, mais papa, pourquoi tu travailles? Mais non, je disais, mais je ne travaille pas, je suis en vacances. Enfin, c'est vrai que vous savez, il y a des métiers comme ça, c'est des passions en fait. Il y a d'autres métiers, il n'y a pas que ce métier-là. J'ai connu des boulangers, c'était pareil, ils bossaient tout le temps, c'était que du bonheur. J'ai connu des médecins, bien entendu, le médecin c'est très fréquent d'ailleurs. Bon, on aime ça, quoi. Et c'est vrai que j'ai adoré ce métier, mais qui m'a happé sans que je m'en rende compte, en fait. Parce que je voulais être écrivain et le bon plan aurait été d'être prof.
Ma mère était prof de philo, j'aimais beaucoup l'enseignement, j'étais très attiré par ça. Mais je me suis laissé prendre comme ça par le journalisme. Le journalisme, j'adore cette espèce de... Puis ça correspond à mon état d'esprit, cette espèce de curiosité permanente. On s'intéresse à tout, on est chez soi partout, on peut interroger tout le monde sur tous les sujets. Enfin, j'adore ce métier. On a dit que vous étiez timide et solitaire, mais en fait, vous étiez entouré de beaucoup d'animaux, puisque vos parents, avant l'heure, dans les années 60, si j'ai bien compris, sont devenus bio-bobos. C'est ça, ils ont acheté une ferme. Je pense qu'il était déjà avant, c'est-à-dire mon père était très anti-société de consommation dans les années 50 déjà, il faut le faire, mais il était comme ça. Et donc c'était... Mais vous savez, il y a toujours eu des courants comme ça aux États-Unis, que les États-Unis, c'est pas juste McDonald's. Vous avez dans certains coins, mon père c'était le Middle West, il y avait, bon, mon père était de Chicago, mais il y avait la campagne pas loin. Et c'est vrai que lui était très anti-société de consommation, anti-pesticides. J'ai appris tout petit, quand j'avais peut-être 4-5 ans. C'était même avant qu'il s'installe à la ferme, que les bonnes pommes, il fallait voir s'il y avait un verre. Et quand il y avait un verre, la pomme était bonne, c'est-à-dire elle n'était pas traitée. Ouais, donc il y avait l'obsession toujours du pesticide. Ce qui n'empêchait pas mon père de foutre du Roundup dans les champs sur les orties. Il y avait une espèce de contradiction parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne savait pas, quoi. Pour lui, c'était autre chose que du pesticide, j'imagine. Je ne sais pas. Il n'aurait pas fait ça aujourd'hui, bien entendu. Il se retourne dans sa tombe actuellement s'il m'entend dire ça. Mais c'est vrai que on ne savait pas tout encore. Mais il était, oui, ma mère aussi, c'était, voilà, soyons naturels, mangeons naturel, on faisait le potager. Donc moi j'ai vécu là-dedans. Hein. Il y avait des poules, il y avait toutes sortes. Enfin, je dirais pas qu'on était autosuffisant, on vivait pas en autarcie à la ferme. Mais quand même, surtout, j'ai eu une enfance de fermier, quoi. C'est-à-dire, on était cernés par les fermes, entre deux porcheries. Bon, ça faisait beaucoup de bruit d'ailleurs. Il y avait un élevage de taurillons énorme juste à côté. Et puis les copains, qui étaient souvent des enfants de fermiers, on courait d'un truc à l'autre. Enfin voilà, j'ai vraiment l'enfance à la ferme. En Normandie? En Normandie, un bled qui s'appelle Beaurejet en Roumois. Et je crois que c'est là, évidemment, qu'est apparu ma... Comment dire, ça a été pas tout à fait... comment dire, ça a mis un peu de temps à maturer. Mais vers 15-16 ans, j'ai commencé à m'intéresser à la cause animale, à ne pas manger déjà du veau, par exemple. Je trouvais que c'était, on mange pas d'enfants, donc j'avais une espèce de théorie qui était totalement instinctive, parce que à l'époque, d'ailleurs, c'est des sujets qui n'existaient pas dans les livres, enfin, personne n'en parlait vraiment. J'étais pas le seul à la campagne. Il y avait d'autres, un fermier, par exemple, qui élevait des bœufs à côté de la maison et qui ne mangeait pas de viande. Il mangeait pas de viande parce qu'il aimait ses bœufs. Alors, il les élevait, il les vendait, puis il allait directement à l'abattoir, parce que c'était... La ferme était dans ce qu'on appelle une zone d'embouche, c'est-à-dire c'est la dernière année des bœufs, ils passent leur temps à manger sur le plateau du Roumois, justement, de la bonne herbe bien grasse, qui va les faire grossir bien, et à ce moment-là, ils partent à l'abattoir en octobre-novembre, toujours. C'est toujours le même rythme. Et je me souviens, ils ne mangeaient pas de viande. Donc ça existait, et ça, c'est vrai que c'est venu par là, quoi. C'est-à-dire les cris des cochons qu'on tuait très mal à l'époque, c'est-à-dire même encore aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est immonde et dégueulasse, il suffit d'aller dans les abattoirs, ce que j'ai fait pas mal. Les cris des cochons, mais c'était, je sais pas, c'était un truc, mais c'était atroce, ça durait. Et puis surtout qu'ils en tuaient parfois 2 ou 3 en même temps, des voisins à côté, mais c'était. Et puis après, comme ma mère était bien vue et s'occupait de tout le monde, elle était. Elle ne faisait pas encore de la politique, mais elle était dans les associations pour le planning familial, etc. Puisque dans le coin, on ne peut pas dire que c'était très avancé sur ce plan. Et les femmes avaient tendance à avoir parfois 7-8 enfants, plus les fausses couches, etc. C'était horrible. Donc, on nous apportait des boudins, des trucs comme ça, que je ne mangeais pas, bien entendu. Donc, j'ai commencé vraiment à faire mon sale gosse sur ce plan-là très vite. Et assez paradoxal parce que je crois que c'était vous, à la ferme, qui étiez chargé de tuer les animaux pour la consommation des autres. Oui, ça c'est vrai, c'est parce que je tuais très bien. J'avais le geste précis et puis j'aimais mieux que ce soit moi plutôt que mon père qui tuait très mal, et qui mangeait de la viande mais qui tuait, c'était comme un cochon, c'était immonde, c'est-à-dire il ratait toujours les bêtes. Moi j'avais une façon de les... Comme de toute façon j'aime bien les animaux, ils m'aiment bien, donc ils n'ont pas peur. Donc voilà, j'emmenais la poule doucement, je la caressais, je savais comment caresser la poule, et voilà, elle était toute là, et je la mettais la tête sur le billot et je coupais la tête, et tout se passait bien, quoi. Vous voyez, il n'y avait jamais de... Et vous ne pouviez pas en manger? Ah non, je détestais, c'était horrible, c'était criminel pour moi de manger Et donc je la tuais, parce que je tuais bien. Et ma mère tuait bien aussi, mais détestait tuer. Elle mangeait de la viande pourtant.
mais pas trop. Elle avait aussi un petit côté végétarien qui s'est affirmé sur le tard. Disons, elle est devenue végétarienne vers 60 ans. Moi, j'étais à 18 ans. Complètement, 17-18 ans, je mangeais pratiquement plus de viande. Sauf du poulet quand j'ai commencé à avoir des enfants, parce que les enfants voulaient toujours du poulet. Bon, qu'est-ce que vous voulez, je ne peux pas refuser, donc j'achetais du poulet. Et j'en mangeais toujours un petit peu pour voir si c'était du poulet, du vrai poulet de ferme, ce qu'on appelle le poulet fermier. Parce que vous savez, ceux d'entre vous qui vivent à la campagne, le poulet fermier se reconnaît entre mille. Pas seulement à l'odeur, il faut mieux en goûter un peu. Donc, de temps en temps, une fois sur 10, on tombe sur un poulet fermier qui n'est pas fermier. Et on va faire un scandale chez le boucher, ce que je faisais. Et le boucher n'y est pour rien, souvent. Mais enfin, bon, il faut qu'il voie parce qu'il y a un truc qui ne va pas. Le poulet n'était pas fermier. Le poulet, le poulet fermier, il a un goût de... Ouais, d'abord, c'est un poulet qui court, c'est un poulet qui mange de l'herbe, c'est un poulet qui est tout à fait différent. Ça n'a rien à voir, c'est une autre bête. D'ailleurs, vous voyez bien, le poulet d'aujourd'hui, on le fait en... On est en train de raccourcir les délais de manière incroyable, ce qui fait que, je pense que c'est pas une trentaine de jours aujourd'hui, ou 35 jours, enfin un truc de malade, ce qui fait qu'il grandit tellement que ses jambes ne peuvent plus le porter. Donc on a des poulets qu'on porte, parce que de toute façon ils peuvent plus marcher, parce que ça... Donc tout ça, moi j'ai vécu une époque, c'est vrai, où j'avais le sentiment que chez beaucoup de fermiers, paysans, il y avait le respect de l'animal. Quand même s'il tuait très très mal, il les respectait, il les aimait. C'est vrai qu'avec l'élevage industriel, plus le système des abattoirs, et je ne parle pas du transport qui est immonde, là on est rentré dans un truc absolument cauchemardesque. Voilà. Il faut bien dire les choses. Moi je suis révolté à chaque fois, et on ne peut plus aller dans les abattoirs. Moi je ne peux plus maintenant. Mais à une époque, il y a 10-15 ans, pour différents boulots, des trucs, j'ai allé dans les abattoirs, mais ça s'est terriblement empiré ces dernières années. Il faut bien dire, avec le développement du halal, qui est une façon de faire en fait, on revient à ce qu'on faisait avant, vous savez, l'intervention de Brigitte Bardot qui demandait l'étourdissement. C'est dans les années 60, c'est le général de Gaulle qui a cédé, là, c'est un grand événement, quand on a dit, bon, maintenant, on va étourdir les bêtes avant de les saigner. Bon, c'est pour éviter les grandes douleurs. Et l'abattage rituel a été considéré longtemps comme quelque chose d'un peu marginal. Alors, il y avait d'un côté D'ailleurs, le halal n'était pas développé à l'époque, ça n'existait pas vraiment chez les Arabes. Et il y avait l'abattage rituel cachère des Juifs. Et en fait, il y a une espèce de développement incroyable du halal, il y a des bouquins qui le montrent très bien, est une sorte d'invention des frères musulmans et des mollahs iraniens pour couper la population musulmane du reste du pays pour qu'elle ne mange pas la même chose, qu'elle ne mange pas de la même façon dans les pays occidentaux. Et ça fonctionne très bien aujourd'hui, puisque vous avez pratiquement la moitié des bêtes qui, pour des raisons obscures, sont abattues halal. Ça, faut bien dire les choses. Et quand vous voyez ça, vous savez très bien que la bête, elle met parfois, les bouchers vous le disent, hein, les abatteurs, parfois c'est un quart d'heure. Moi, je ne veux pas te dire l'endroit, mais j'ai passé pour un polar une journée entière dans un abattoir où je pouvais faire ce que je voulais. Et c'était un abattoir où tout se passait très très bien. C'était magnifique. C'était il y a des années, il y a plus de 20 ans. Et il y avait l'abatteur qui était très sympa. Après, on va boire un verre. C'était vraiment une bonne tête. Et il avait un prénom genre, je sais pas, je veux dire Moussa ou Mustapha. Je ne vais pas donner son vrai prénom parce que. Et je lui dis, c'est incroyable parce que ça se passe bien. Il me dit, ouais, c'est formidable, c'est incroyable, c'est un hôpital, quoi, presque. Alors, je dis pas que c'est joli parce qu'on endort la bête, et puis après, on la saigne, et à un moment donné, elle se réveille. Donc, c'est la preuve d'ailleurs que, contrairement à ce que disent les religieux, elle est vivante puisqu'elle se réveille. Donc, on la tue qu'elle est vivante. Mais l'idée, non, il faut qu'elle souffre apparemment, parce que c'est sans étourdissement, évidemment, elle va souffrir la mort. Et il me dit, ouais, mais c'est horrible parce qu'avec le halal, dit-il, il était tueur islamique aussi, et il dit, à ce moment-là, c'est un cauchemar, quoi. C'est l'enfer de Dante, ça court partout, ça hurle, etc. On court avec des couteaux derrière les bêtes, etc. Parce qu'à l'époque, tout n'était pas vraiment bien organisé pour ça. Aujourd'hui, c'est bien organisé, c'est-à-dire quand elles sont enfermées dans des sortes de cylindres, de tonneaux, qu'on inverse, vous voyez, on les met à l'envers, et puis à ce moment-là, on saigne. Voilà. Et ça, c'est vrai que ça m'a beaucoup... les visites d'abattoirs, en fait, m'ont terriblement... C'était pas joli dans les années 50, dans les années 60, quand j'ai fait ma première visite d'abattoir au Neubourg, un peu par hasard. C'était un abattoir Là, c'était des veaux, surtout parce qu'on allait porter des veaux, il y avait une panne de bétaillère.
On a aidé parce qu'il y avait pas mal de veaux à emmener là-bas. Et puis j'ai regardé pour voir, quoi, par curiosité. Et c'est vrai que c'était déjà affreux, parce que le veau sait, se rend compte et chiale, quoi. Donc c'est un climat, c'est un peu bizarre, quoi. Vous voyez, c'est très étrange, on est très mal, quoi. Voilà. Vous êtes très tôt intéressé au sujet quand vous avez commencé notamment à faire des livres. On avait vu en 2014 un essai qui s'appelle L'animal est une personne, mais en roman, je crois que c'est le premier, celui qui est vraiment oui, c'est le premier, romancé, parce que dans les autres, il y a des animaux beaucoup, dans un livre qui s'appelle La Souille, qui se passe dans la Normandie de mon enfance. Je le montre parce que la couverture est très claire. Oui, oui. Mais n'ayez pas peur, ce n'est qu'un roman. Donc on va parler de Rien qu'une bête, qui sort à cette rentrée. C'est un, je ne sais pas, vous me direz si je me trompe, c'est un conte satirique assez terrifiant. Oui, mais j'ai essayé de faire avec les codes de Stephen King un bouquin, comment dire, un livre d'horreur qui soit en même temps drôle. C'est-à-dire, ça fait peur, ça fait réfléchir, ça fait rire aussi. Oui. Parce que beaucoup de copains, moi j'étais étonné des réactions. Il y a un copain qui est très coincé, vous voyez, il a vraiment un parapluie dans le cul. Et je lui ai filé le livre à lire avant. Et il m'a dit qu'est-ce qui s'était esclaffé, j'aurais jamais cru. Parce que c'est vrai que je pousse l'horreur tellement loin que, bon, bah, l'idée c'est aussi quand même, je l'ai fait aussi pour qu'on rie. Mais ça avait bien fonctionné chez lui. Donc, en même temps, vous savez, c'est ça qui est génial quand on fait des romans. Moi, j'ai commencé mes premiers romans étaient des romans construits, avec des plans, avec des chapitres, je savais ce que j'allais écrire. Et puis, j'ai publié mon premier roman, enfin, le premier roman que j'ai publié, c'était Monsieur Adrien, je me souviens, et j'ai eu une leçon par un grand écrivain, qui était, à l'époque, qui était Julien Green, qui m'avait invité à manger, à déjeuner chez lui, et qui me dit, votre livre, écoutez, c'est pas mal, t'es un peu moqueur, on dirait un Mauriac. C'était pas gentil dans sa bouche. Et en fait, il me dit, mais vous aviez un plan avant, oui, ça se voit. Hein, et il m'expliquait qu'en fait, la bonne façon de travailler, c'est celle que j'utilise depuis, c'est de ne pas savoir où on va. D'avoir les personnages, d'avoir que les personnages soient vraiment vivants dans votre tête quand vous commencez. Mais après, on ne sait pas ce qui va se passer. Et donc, on écrit d'ailleurs plus vite. Le vertige de la page blanche que Valérie a dû entendre beaucoup d'écrivains lui parler de la souffrance. C'est très bien vu de nos temps, de la plainte, les gémissements, qu'est-ce qu'on souffre. Et le vertige de la page blanche, moi j'ai toujours envie de dire aux copains écrivains, et j'en ai qui me le disent, et je leur dis ça d'ailleurs, j'ai pas envie, je leur dis, bah, t'as qu'à pas écrire, connard, si ça te fait du mal. Parce que moi j'écris, ça m'amuse, et j'ai envie de connaître la suite, donc j'ai envie de... Alors, le travail qu'il faut faire quand même, il faut faire un travail qui consiste à ce que les personnages soient vraiment vivants en soi. Puis après, on les suit, ce sont eux qui racontent l'histoire. Moi, c'est comme ça que je travaille. C'est Julien Green qui me l'a appris. Donc, ce livre, c'est assez marrant parce que, au fond, je prends une espèce de personnage central qui me ressemble, mais c'est un personnage... Charles, 70 ans. Au bout du rouleau physiquement. Sa femme vient de partir avec le prof de tennis. Oui, c'est ça, il est abandonné. Enfin, moi je ne suis pas encore abandonné, mais un peu alcoolique. Vous voyez, il est un peu, pas beaucoup de caractère, faible, etc. Je ne suis pas réputation de ne pas avoir de caractère, mais enfin bon, je trouvais ça marrant de l'avoir comme ça, comme ce personnage-là. Et, très bien, lui, si vous voulez, ça reste comme ça. Et puis, les deux personnages qui vont accueillir le héros, alors eux, ils sont véganes. Enfin non, il y a une qui est plutôt végétarienne et l'autre qui est vraiment un idéologue. Et en fait, ils vont se comporter comme des vrais salopards. C'est-à-dire que ce livre, j'ai écrit au départ en me disant... Moi, donc c'est pour ça, c'est pas un livre vraiment pour défendre la cause animale, parce que quand on voit ce que sont les défenseurs de la cause animale dans le livre, ils sont juste répugnants. Donc j'ai écrit, mais parce que c'est comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas réfléchi, ils sont devenus ça, et c'est ça qu'on me racontait, c'est ça que je voyais, et je me suis laissé entraîner là-dedans. Et à la limite, c'est un livre qui pourrait être considéré comme une sorte de pamphlet contre les véganes, parce que regardez ces personnages, comment ils se comportent. Enfin, franchement, c'est pas terrible. Mais je crois pas que c'est même pas mon inconscient qui a parlé, parce que moi j'adore, même il m'arrive souvent de défendre les véganes, pas ceux qui jettent des seaux de sang sur les boucheries ou qui vont attaquer les bouchers. Je trouve ça absolument lamentable et débile. D'ailleurs, il y a beaucoup d'actes véganes qui sont débiles,
Mais je veux dire, globalement, philosophiquement, ça peut se défendre, quoi. C'est tout à fait respectable. Mais là, j'en ai fait des personnages absolument. Pourquoi? Bah parce que c'est parti comme ça. Vous voyez, quand on écrit, c'est ça qui est merveilleux, en fait. On ne sait pas trop ce qu'on écrit. Et c'est après qu'on relit, on dit, c'est pas possible. Puis ça, j'ai laissé, bien entendu, comme ça. Oui, mais je sais lâcher. Donc, ils sont. En fait, c'est un livre. J'ai peut-être écrit quand même, je reconnais au départ, je me disais c'était en faveur de la cause animale. Enfin, oui, pour la cause animale. Mais les personnages le disent bien, ils parlent de faire sortir des sentiers battus le combat pour la cause animale. Oui, ça sort vraiment des sentiers battus. Mais ils sont cinglés quand même, c'est ça. Ils sont cinglés et un peu tordus, un peu trop pervers quand même pour le. Voilà, c'est ça. Je crois que c'est ça qu'on peut dire. Oui. Ils se sont rencontrés en fait, pour vous la faire courte, à une manifestation anti-abattoir, je crois. Oui. Et du coup, la jeune Laura, donc, qui appartient, je ne sais pas pourquoi l'expression, qui appartient à un certain Patrick, elle est fan de cet écrivain de 70 ans qui s'appelle Charles. Et du coup, elle lui saute au cou, etc. Et il y a une espèce de coup de foudre, parce que c'est en même temps une histoire quand même de domination amoureuse, plus ou moins sadomaso, quoi. Oui, mais alors ça, on retrouve, ça c'est mon enfance à la ferme, on retrouve le rapport qu'elle peut avoir le fermier, et qu'il a souvent, avec l'animal qu'il engraisse, notamment le cochon. Le cochon est généralement dans les petites fermes, hein, c'est un ami de la famille. C'est-à-dire c'est comme un chien, un cochon, ça comprend, ça, on peut lui parler, lui dire fais ceci, fais pas cela. Bon, comme il a quand même la espèce d'appétit permanent, si on lui dit mange pas ça et que ça reste 5 minutes, évidemment, il va le voler comme le chat. Sauf le chat, il n'a pas compris, il ne sait pas, tandis que le cochon, lui, il comprend, donc il va quand même le prendre. Et le cochon est quand même d'abord très intelligent, il est très sensible comme nous. Il a d'ailleurs souvent les mêmes maladies, il a l'Alzheimer, et puis il a même un truc de fou qui est, comment dire, il peut mourir d'infarctus de stress, comme nous. Hein, c'est un gros stress, il peut mourir d'un infarctus. Et puis, dernier point, moi je trouve que c'est peut-être le plus important, c'est qu'il est tellement proche de nous qu'on peut greffer des organes. On pourrait. On n'a pas commencé à le faire, soi-disant, mais on greffe quand même des petits bouts. Déjà, on a du veau, d'ailleurs, ceux d'entre vous qui ont été opérés du cœur, bah, ils ont des petits bœufs, c'est du veau, mais ça peut être du porc aussi, on peut, vous voyez, donc. Et puis, on sait très bien qu'on peut remettre, à mon avis, il y a certainement des pays qui ne se sont pas privés de le faire, notamment en Chine, des expériences de ce genre, on peut très bien greffer des foies de cochon sur des humains. Bon, il y a une sorte de blocage, évidemment, parce que là, on rentre dans un autre univers. Il y avait l'idée aussi, le concept, vous savez, d'avoir ce qu'on appelait les réserves d'organes, c'est-à-dire des porcs qui vous soient plus ou moins attribués pour le jour venu, changer l'organe quand il devient déficient et défectueux. Donc, le cochon, il est tellement proche que moi, je me souviens de réunions de famille chez des voisins, où, vous voyez, parce qu'il y a beaucoup d'entraide hein, entre les fermes, on se connaît, on se parle, on va les uns chez les autres, mais plutôt le dimanche. Et je me souviens de cochons qui sont comme le chien, quoi. Il est avec, à peu près, il a les mêmes attributs. Il est très propre, le cochon. Hein. Très, très, très propre. C'est-à-dire que le cochon, si vous le mettez dans un petit... vous avez, comment dire... Dans un box, vous mettez le cochon, il va toujours faire ses besoins à l'inverse de l'endroit où il mange. C'est incroyable d'ailleurs, il est très très propre. Il paraît être sale parce qu'évidemment il se roule dans on ne sait pas toujours ça, mais il se roule dans la boue pour se débarrasser de tous les parasites qui le gênent. Donc il se roule dans la boue et après il sèche, il fait comme ça, voilà. Mais en fait c'est un animal propre. Et pour revenir à ça, moi j'ai vu, ces cochons, ils avaient toujours des noms. Hein, ils s'appelaient, je sais pas quoi, Aristide ou des noms comme ça, enfin des noms humains, et auxquels ils répondaient, comme le chien. Et puis on les aimait bien, quoi. Ces cochons, on les caressait, vous voyez. Et puis un jour, clac, le couteau, on passe à la casserole. Donc si vous voulez, ça ressemble un peu le lien qu'ils ont avec le personnage. C'est le lien quand même qu'ont les fermiers, enfin les fermiers à l'ancienne, mais il y en a encore plein en France, avec leur animal. Ce qu'on n'a pas peut-être dit, c'est que donc Charles devient cochon. C'est-à-dire que le jeune couple, là, il va le transformer en cochon. Charles accepte d'être transformé en cochon. Il accepte, c'est même lui qui a eu l'idée au départ, d'ailleurs. Oui, voilà, il dit « ça serait super ». De toute façon, il en a marre de la vie, il est complètement... c'est fini. C'est fini, il dit pourquoi pas se sacrifier pour cette belle cause. Donc on assiste à tout, hein, au châtrage. Et parce que le mâle, dans la
vie de la ferme est systématiquement châtrée. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie, parce que les premiers lecteurs, enfin la maison d'édition, qui m'ont dit mais c'est quand même bizarre de commencer par ces scènes. Je dis mais c'est la scène initiatique, c'est-à-dire il n'y a pas un mâle qui arrive et qui n'est pas châtré, ça n'existe pas. Enfin, ou alors c'est le taureau de reproduction, mais il n'y en a pratiquement jamais. Et puis les véras, oui, il y a les véras de reproduction, il n'y en a pas beaucoup non plus. Donc tout le monde est châtré. Et là, il y a carrément le mode d'emploi, quoi. Oui, bah, enfin, il est châtré gentiment, parce qu'on peut être châtré de manière moins gentille. Hein. Oui, on peut aussi couper les organes. Parfois, c'est un peu plus compliqué. Il est châtré, disons, comme on faisait à l'ancienne, quand on voulait éviter les hémorragies ou les infections. Donc, c'est plus, d'ailleurs, c'est moins douloureux. Oui, c'est moins douloureux. Oui, mais c'est moins douloureux, mais ça ne marche pas toujours. Donc, c'est pour ça qu'on ne le fait pas aujourd'hui. On préfère retirer, ouais, parce que parfois, ça crée des personnages un peu bizarres qui ont l'air de bœufs, mais qui recherchent les femelles et qui courent après les femelles. Voilà. Voilà, ils sont un peu intermédiaires, vous voyez. Donc après, ce que vous avez un peu, j'imagine, ajouté, c'est cette histoire de gavage avec un tube comme pour les mais ça, on oies. ne fait pas ça pour les cochons, ça, oui, bien sûr. Ça n'existe pas. Mais le gavage, ça m'a toujours amusé parce que j'ai visité, mais quand on pouvait le faire, maintenant évidemment c'est totalement impossible, mais une entreprise comme ça de gavage d'oie, et c'est fascinant à regarder parce que quand on entend dire, quand vous avez visité une boîte comme ça, et que vous entendez dire des gaveurs que les bêtes aiment ça, mais enfin, c'est pas vrai. Elles sont dans un tel état, elles sont à moitié assommées, enfin, elles sont avachies, elles tirent la langue, enfin, c'est atroce, quoi. Non, c'est pas sympathique. Ça sert quand même la cause animale parce qu'effectivement, on devient le cochon en lisant votre livre. Quoi. Je veux dire, on finit. On voit aussi comment il est traité avec cette systématiquement. terreur. Oui, bien sûr. Il y a quand même cette terreur qui est distillée. Oui, et puis la bête a peur. De toute façon, quand le cochon dont je parlais, celui-là, il n'a pas peur. Parce qu'il est élevé comme un chien. Mais le cochon qui est élevé dans un élevage un peu plus important, ou alors pire encore dans un élevage industriel, c'est la terreur en permanence. De toute façon, on lui coupe la queue, sinon il se la fait bouffer par les autres. C'est extrêmement agressif. Les cochons sont très agressifs entre eux parce que je ne sais pas si vous avez vu comment ça se passe dans leur petit box. Enfin, ils sont 10 les uns sur les autres. Enfin, c'est monstrueux, c'est épouvantable. Et c'est un animal qui est très grégaire, donc ils aiment bien être ensemble, mais pas à ce point, quoi. C'est-à-dire, c'est incroyable, ça ressemble au métro à 6 heures du soir. Mais Charles, là, c'est le seul cochon de la ferme. Ah, c'est le seul, mais il est plus élevé comme une bête d'élevage industriel. C'est un peu comme les truies, vous voyez, il est dans un truc où il ne peut pas vraiment bouger. La truie ne peut pas bouger, jamais. La truie, elle est dans un système où elle ne bougera pas. C'est-à-dire, d'abord, elle attend ses petits, puis après, quand elle a ses petits, il ne faut surtout pas qu'elle se couche sur ses petits, parce qu'il y a beaucoup de porcelets, et il y en a beaucoup qui meurent comme ça. Quand il n'y a pas cette espèce d'appareil qui les enserre complètement, c'est vrai qu'elles ont tendance à se coucher, et en général, elle en tue quelques-uns en passant, quoi. Et la ferme, dans le livre, elle s'appelle « Au refuge des martyrs de l'humanité ». Non, je suis désolé parce que ça s'est retourné contre moi, quoi, contre mon idée de départ. Mais bon, non, parce qu'en même temps, je trouve que ce qui est aussi très important, enfin très intéressant, c'est vous parlez à un moment donné d'animaux humains. Et on fait plus trop la différence entre l'humain et l'animal. Qu'est-ce que l'animal a d'humain ? Oui, mais là, attendons, c'est plus moi. C'est-à-dire que là, je reviens toujours à cette grande phrase de Charles Darwin. Je vous conseille de lire ses livres, c'est tellement merveilleux. C'est un grand scientifique, évidemment, qui a changé l'histoire de l'humanité avec sa théorie de l'évolution, c'est un bousculement incroyable. Mais surtout, ce qui est extraordinaire avec Charles Darwin, c'est qu'il est écrit comme un dieu. C'est très, très bien écrit. Et il a lancé comme ça quelques concepts. Il y en a un qui est très très bien, moi j'utilise tout le temps, et ça nous revient bien notre place. L'animal humain et l'animal non humain. Voilà, donc ça précise bien une chose importante qu'on doit jamais oublier, c'est que nous sommes tous des animaux. D'ailleurs, il suffit de nous regarder. Hein, si on se déshabille tous, je pense on est tous des mammifères. Enfin, je n'ai pas l'impression qu'on puisse se considérer comme autre chose. Donc, le terme, enfin, la distinction animaux humains, animaux non humains, je trouve que c'est une invention de Darwin, hein, c'est pas de moi du tout, mais c'est une invention extraordinaire. C'est dans son livre, d'ailleurs, je crois, L'origine de l'espèce. Enfin, je vous conseille d'en lire au moins un ou deux dans la vie, ça change tout. Hein. Même le rapport aux animaux, c'est extraordinaire. Tu penses, ce type a écrit ça
à la fin du 19e, c'est un génie. Maintenant, on parle beaucoup d'être tous ensemble dans un grand tout. Enfin, on fait tous partie avec la plante, avec les Oui, animaux. mais tout ça est bidon. Vous voyez très bien que ça ne marche pas comme ça, en fait, en réalité, parce que on continue tous à... Enfin, on s'est développé au cours des dernières décennies ce qu'on appelle le système de l'élevage industriel, et qui, lui, est quelque chose d'une atrocité totale. Avec l'abattage, où là, ça dépense l'entendement, à tel point d'ailleurs qu'ils sont plus protégés encore que comment dire, les réserves des banques centrales. C'est Fort Knox, un abattoir. On ne peut plus rentrer, c'est impossible. Il y a immédiatement des agents de sécurité qui vont se précipiter pour empêcher qu'on prenne des photos. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, c'est encore une promesse de campagne qu'il n'avait pas tenue, parce qu'il avait promis qu'il y aurait de la vidéo dans les abattoirs, comme il y en a d'ailleurs en Grande-Bretagne. Et nous, avec le développement du halal et tout ça, ça paraît très difficile, parce que on voit que pour les bêtes, c'est juste ce qui se passe, c'est juste atroce, quoi. Parce qu'une vache, c'est 15 minutes hein, pour que le sang s'écoule, et donc c'est atroce, quoi. C'est un livre où il n'y a pas que la cause animale, effectivement, comme vous dites, mais c'est vrai que vous nous mettez nos turpitudes sous le nez. Oui, mais je crois qu'il faut réfléchir à ça. Mais c'est toujours mon slogan, c'est toujours d'être, soyons humains avec les animaux. Et puis arrêtons de dire d'ailleurs, je réponds toujours aux objections, c'est si vous faites ça, c'est parce que vous n'êtes pas les humains, c'est complètement con. Il y a une très belle phrase de Lamartine, d'ailleurs je cite, j'adore cette phrase merveilleuse, qui était un végétarien, comme Léonard de Vinci, comme plein de grands personnages, comme Einstein, comme Darwin. Ça, c'est cette phrase de Lamartine, c'est on n'a pas de cœur, un cœur pour les animaux et un cœur pour les humains. On a un cœur ou on n'a pas de cœur, ou on n'en a pas du tout. C'est ça, c'est vraiment ça. Je pense que c'est l'espèce de pitié qu'il faut avoir systématiquement pour tous les faibles. Les faibles, qu'ils soient des animaux humains ou des animaux non humains. Pour moi, je ne vois pas la différence. Mais c'est vrai que par définition, il y a plus de faibles chez les animaux non humains que chez les animaux humains. Mais je pense qu'on doit toujours avoir cette espèce de... Oui, la compassion, la charité, aider, etc. Alors, c'est plus facile d'aider les humains, franchement, que les animaux, d'ailleurs. Vous savez très bien, on ne peut rien faire. Vous voyez des porcs dans une bétaillère qui hurlent la mort, qu'est-ce que vous voulez faire? Il n'y a rien à faire. Tout est comme ça. On ne peut pas bouger. On peut pas... Oui, on peut protester quand un type bat son chien, mais moi, j'ai quand même pas mal d'heures de vol, comme vous pouvez l'observer. Je crois que j'ai jamais vu un type battre à mort son chien. Ça existe, on le lit régulièrement dans la presse. Mais moi, j'ai jamais vu. J'ai vu beaucoup de gens avec des chiens, mais bon, j'ai pas vu quelqu'un battre à mort son chien. Et je sais que ça arrive. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on en parle. Hein. Ça fait un fait divers, parce que c'est rare. Chaque chapitre, en fait, commence effectivement par une citation, comme le disait François-Olivier. Là, j'en ai une. Là, justement, vous parliez de Charles Darwin. Il est évident que la nourriture normale de l'homme est végétale. Darwin. Oui, c'est-à-dire que ça, c'est toutes les recherches le montrent. D'ailleurs, on voit. Si vous regardez, par exemple, l'homme, il a un intestin très 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 long. Alors, je sais, j'entends régulièrement des connards me dire mais on est carnivore. Je suis désolé, vous prenez tous les carnivores de la planète, vous regardez l'intestin, il est très 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 court. D'ailleurs, donnez à manger à votre chat, au bout de 5 minutes, il va faire sa crotte. Pareil pour les chiens. Ça se voit, c'est très 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 court. Alors, les mêmes connards vont dire ben non, on est omnivore. Eh ben, vous regardez la longueur des intestins du cochon, elle est intermédiaire. Et donc, nous ne sommes pas des omnivores. Nous sommes des, comment dire, oui, on peut dire végétal, on peut dire des noix, on peut dire des fruits, on peut dire, enfin voilà, c'est le type d'alimentation des perroquets, des singes, etc. Mais bien sûr, c'est ça. Alors, il ne faut pas oublier que les singes, de temps en temps, ils mangent un des leurs, ou plutôt une sous-espèce, mais parfois l'un des leurs. C'est un petit côté rituel, ça ressemble à la chasse. Vous voyez? C'est pour, comment dire, on fait une prise chez un ennemi, puis on va le tuer, puis on va le manger ensemble. Vous voyez? Il y a un petit côté rituel. Mais c'est pas la nourriture. C'est plus, on tue pour une raison. Donc, à l'origine, nous ne sommes pas carnivores. Nous ne sommes pas omnivores. D'ailleurs, regardez les dents des omnivores.
Ils ont des dents pour tuer, évidemment. Regardez les sangliers, les cochons aussi, quand on leur laisse pousser les dents, mais vous savez qu'on les lime, donc ils n'ont pas de dents. Mais les dents des cochons, si vous ne limez pas les dents, ça ressemble à des dents de sanglier. Les dents de sanglier, c'est très impressionnant. Hein, et ça, c'est pour tuer. Et regardez les crocs des carnivores. Enfin, n'importe quel félin, c'est juste incroyable. C'est une machine à broyer et à tuer. Nous, on a des petites dents, des petites incisives, on a 2 petites canines dont on fait grand cas, mais ça sert à quoi? Comment voulez-vous bouffer une bête, attaquer une bête avec ça? Nous ne sommes pas carnivores. La vérité, on le sait, c'est ce qu'imaginent beaucoup de chercheurs, et moi je m'y plie volontiers, c'est qu'on mange de la viande depuis très longtemps, parce que les hivers étaient rudes. Ils ont toujours, souvent d'ailleurs peut-être plus rudes que maintenant, mais bon, la température de la Terre a souvent changé, mais on sait qu'il y a eu des périodes où les hivers étaient extrêmement violents. Et à ce moment-là, bah, il fallait continuer à manger. Donc si on n'avait pas de... si les réserves, par exemple, avaient été bouffées par les rats, par les souris, qui existaient déjà, bah, il n'y avait pas d'autre choix quoi, que de manger quelqu'un. Au lieu de manger un membre de la famille, ben, on allait manger, on allait chasser. Je crois que c'est comme ça que ça a commencé. Mais qu'on ne raconte pas qu'on a besoin de manger de la viande, c'est pas vrai. On a besoin de protéines. Moi, franchement, je ne mange pas de viande depuis très longtemps. J'ai l'impression d'être très en forme. Mes protéines, je vais les trouver ailleurs. Dans le vin rouge qu'il faut consommer avec modération, bien entendu, non, je plaisante. Mais je vais les trouver... dans le tofu un peu, parce que c'est vrai que je reconnais que ça me coupe un peu les envies de fromage que j'ai toujours, parce que ça c'est... Je suis très triste de ne pas manger de fromage. J'ai arrêté le fromage récemment, mais ça me pèse, ça me peine beaucoup. Donc de temps en temps je fais des accès, mais sinon vous avez notamment énormément de protéines dans les noix. Noix de cajou, les noix toutes simples, les cacahuètes, ce que vous voulez, vous avez tout ce qu'il faut comme protéines, ça va très vite. On n'a pas besoin de viande en fait. Il y a toute une éducation dans ce cas-là. Il faut comprendre. Vous savez qu'aujourd'hui, on a quelque chose d'un peu spécial quand vous regardez la population. Ça me fascine toujours. C'est que, alors, il n'y a pas d'études là-dessus, mais on le voit très bien quand on circule. Les classes basses de la population, elles sont à la viande. Et vous montez quelques étages, les classes hautes, personne ne mange de viande. C'est fascinant, ça. C'est un truc, c'est un marqueur social, quoi. C'est-à-dire, eux, ils sont déjà sortis, vous voyez, ils mangent du poisson parfois, ou parfois rien du tout. Autrefois, c'était l'inverse. Exactement. Et d'ailleurs, autrefois, les rois de France avaient la goutte parce qu'ils mangeaient trop de charcuterie, trop de gibier, trop de choses comme ça. C'est exactement. Mais vous savez très bien que moi, est-ce que c'est la guerre? Je ne sais pas. Peut-être il y a eu enfin, il y avait plus de viande pendant la guerre. Moi, je sais que ma mère, quand j'étais jeune, c'était toujours il faut manger de la viande, il faut manger de la viande. Elle-même n'aimait pas ça, mais c'est important pour les enfants de manger de la viande. Alors moi, je raconte pas les scènes, mais elle était comme ça là-dedans, elle nous obligeait à manger de la viande, qu'elle ne mangeait pas elle-même d'ailleurs. Mais c'est parce que c'est bon pour les enfants, voilà. Bon, on découvre aujourd'hui que voilà, des protéines, il y en a partout. Il suffit simplement de manger des protéines aussi, quoi, c'est clair. Mais qu'on a dans les noix, qui est l'alimentation, à mon avis, notre alimentation de départ, c'est-à-dire fruits, légumes et noix, comme je répète, les perroquets ou les singes. Je m'éloigne un petit peu du Mais allez-y, je vous en prie. Je voulais souligner que ce que vous racontez donc, est parfois très violent, alors que vous êtes quelqu'un qui ne supportait pas la violence. Est-ce que c'est pour ça aussi votre rapport au problème d'abattage des animaux Oui, certainement, là-dessus, je n'ai pas des réactions normales. Je sais très bien, c'est dès qu'il y a... Mais ça arrive aussi, c'est un humain. Si j'assiste à une agression ou par exemple ça m'arrive, parce que, et même comme journaliste, parfois je m'approche, mais un accident de voiture, ça met dans tous mes états, quoi. Je suis complètement... ça, j'ai ça, oui, bien sûr. Alors, je sais bien que j'ai une forme de violence aussi, parce que dans des moments où j'étais confronté à des situations très difficiles avec des menaces, quoi, ou, voilà, même une fois un couteau pointé sur le ventre, j'ai pas peur. Et ça vient peut-être du père, de la guerre, je sais pas, il y a quelque chose, enfin bon... J'ai pas peur dans une situation, vous voyez, vous avez une brusque montée d'adrénaline, il faut se défendre. Ça, j'ai pas peur du tout quand il s'agit de se défendre. Sinon, si je suis là comme spectateur, oui, ça me tue. C'est-à-dire, je pense que si j'allais visiter les abattoirs pendant 3 mois tous les jours, ou si j'assistais à des accidents de voiture toujours, je pense que je finirais avec un cancer, ça c'est sûr, parce que je peux pas. C'est une agression. Ça, j'ai un côté comme ça. Mais est-ce que c'est à cause de la violence de mon père, qui était très violent? Oui, j'ai sans doute, parce que j'ai une espèce je pense qu'il y a beaucoup de violence en moi, mais elle se manifeste dans les bouquins, dans
dans les propos, parfois, je reconnais, mais elle ne se manifeste pas du tout physiquement, quoi. Je ne recherche jamais, sauf que je me défends, si on m'attaque, je vais me défendre. Et du coup, vous avez choisi la fiction pour ce sujet, mais vous êtes journaliste aussi, donc pourquoi ne pas faire plutôt une série de reportages, de documentaires? J'ai fait déjà L'animal est une personne, d'ailleurs ça a eu beaucoup de succès. C'est un livre qui était très sincère, qui venait comme ça du fond du cœur, avec des passages personnels, des parties reportages, etc. Et en fait, j'étais plutôt parti, j'avais envie de faire ce livre parce que j'aimais bien l'idée. L'idée m'avait plu, ça j'avais l'idée de base, quoi. Et je me disais, je vais faire ce livre, il faut que je fasse ce livre. Et puis pendant le confinement, j'ai eu le temps. Je m'y suis mis d'ailleurs, c'est une période un peu bizarre, hein, parce que on buvait buvait énormément pour faire. Ouais, c'est affreux, hein, ça, je pense que ça a créé une vocation pour l'alcoolisme absolument incroyable. Je ne sais pas si c'était votre cas, moi j'avais des amis qui m'appelaient à 2 h du matin, c'était incroyable, je disais dans quel état ils sont, mais qu'est-ce qu'ils ont bu. Eux-mêmes devaient se dire, mais qu'est-ce qu'il fait aussi. Bon, enfin, cela étant, moi je répète, c'est pas pour faire de la polémique facile, mais les antivax, il faudra, enfin les antivax, il faudra quand même leur expliquer que pour moi, la pire des libertés dont nous avons été privés, c'est celle dont nous avons été privés pendant le confinement, c'est-à-dire la liberté de circulation. Et je pense qu'on était en train de devenir fou et qu'un mois ou deux de plus, il fallait changer cette méthode, c'est aberrant. D'ailleurs, c'est pour ça que j'étais plutôt pour le zéro Covid, mais qui est un système où il faut tracer les malades. J'étais en rage quand je voyais qu'en Corée du Sud, les restos étaient ouverts et ils continuaient à vivre. Bon, nous, on a choisi une autre méthode. Et cette méthode-là, je pense qu'il ne faudra pas recommencer avec des confinements, parce que je crois que c'est très mauvais pour l'économie française, ça c'est sûr, on le sait tous. Mais je pense que c'est très, très, très mauvais aussi pour la psychologie. Alors, moi, je parle des vieux, mais j'ai vu les jeunes aussi. J'ai vu mon propre fils. Voilà, on vu beaucoup de gens partout tomber dans la drogue. Enfin, il y a quelque chose qui s'est passé. C'était un truc destructeur pour la société. Donc, j'ai écrit ce livre. Pendant le confinement, j'en ai écrit 2. Il y avait tapis aussi. J'écrivais toute la journée. J'écris vite, etc. Mais dans un état second. Et puis, le soir, je récitais des poèmes de Georges-Emmanuel Clancier à haute voix ou des poèmes d'Aragon. Les voisins devaient se dire, ce type est complètement cinglé. Mais bon, on était tous cinglés, je pense. Et est-ce qu'un prochain roman va parler du confinement et du Covid? Non. J'en parlais déjà dans Dernier été, où il y avait beaucoup de choses sur le confinement. Dernier été, qui était un livre qui se passe à Marseille, qui est un peu, comment dire, une satire de l'époque. Pas un conte philosophique, c'est plus une satire, quoi. Je me fous de la gueule de l'époque, des gens, du wokisme, de tout ça. Bon. Et non, je ne pense pas que je reviendrai là-dessus. Là, je sors dans peu de temps, là, le 4 novembre, un premier tome d'une histoire intime de la Ve République. Premier tome de Gaulle. Ah, j'ai pris vraiment mon pied parce que j'ai beaucoup travaillé. C'est sûrement le livre sur lequel j'ai pu travailler jusqu'à présent. J'ai un peu peur pour le deuxième, je risque de travailler peut-être encore plus. Puis le troisième, n'en parlons pas. Parce que je vais faire 3 tomes et je raconte la 5e. Et c'est vrai que De Gaulle, c'est juste incroyable. Moi, ma famille n'était pas gaulliste. Et moi-même, quand j'étais petit, je n'étais pas gaulliste. J'étais juste Algérie française pour emmerder mon père. Et quand j'avais 14 ans ou 13 ans à l'époque, c'était vraiment pour emmerder mon père. Et donc, d'ailleurs, j'avais pas mal réussi. Et De Gaulle, c'est incroyable. C'est quelqu'un qui arrive et qui veut tout changer, qui change tout. On n'a pas eu ça depuis. Et c'est peut-être pour ça qu'on est là où on en est. Mais je suis fasciné par ça. J'étais fasciné par le travail, cet homme seul quand même, qui va rouler sa meule sur la France et qui n'est pas du tout celui qu'on croyait, qui n'est pas monarchique, puisque on peut lui parler très mal. Si on est un de ses collaborateurs, il n'y a pas de souci. Tu vois, le Focard, par exemple, qui dit vous n'avez pas été terrible hier soir à la télé, il n'y a pas de souci. On peut lui parler comme ça de Gaulle. Mais ça, d'autres piliers du gaullisme me l'avaient dit, comme Mesmer, par exemple, et j'en ai la confirmation dans plein d'écrits. On voit que c'est pas... Le truc qu'il avait, c'est quand il voulait quelque chose, il fallait le faire et tous les moyens étaient bons. Tous les moyens, je dis bien tous les moyens, il mettait tous les moyens. Et c'est ça quand même de Gaulle, c'était une grande violence. D'ailleurs, il a lui-même écrit dans un de ses livres, Le film de l'épée, une grande violence dans l'exécution. Voilà, on fait ça, on le fera, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive, parce que c'est l'intérêt général. Attention, c'est pas parce que c'est pour moi de Gaulle. Non, on a testé, on a parlé avec les uns, les autres, c'est l'intérêt général, il faut le faire, on le fait.
On ne recule pas, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai envie de vous demander justement, parce que quand vous écrivez, par exemple, sur De Gaulle, c'est très sérieux, très documenté, très archivé. Et puis à côté, vous écrivez Rien qu'une bête. Est-ce que vous vous mettez dans des conditions différentes pour écrire une fiction complètement délirante ou un livre sur De Gaulle? Il y a une chose d'abord que je n'aime pas, vous voyez, c'est par exemple faire carrière. C'est une expression qu'on entend souvent. J'explique aux jeunes gens qui viennent me voir, dire comment on fait, monsieur, voilà, se débrouiller dans le journalisme, avoir une belle vie. C'est le vieux papa comme ça, ou grand-papa qui donne sa leçon. Et ma leçon est la suivante, il ne faut pas faire carrière. Parce qu'on n'arrivera à rien si on fait carrière. C'est un truc du 19e siècle. On va monter les marches, les échelons, c'est pas comme ça. Les métiers changent, la vie change, on reçoit des coups sur la gueule, on rebondit. Et c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, si on fait carrière, à mon avis, on a tout faux. Et pour les écrivains, moi, je ne suis pas quelqu'un non plus qui fait une œuvre. Ça m'amuse parce que beaucoup d'écrivains parlent de leur œuvre. Il faut voir ce que c'est parfois, d'ailleurs, c'est très souvent illisible. Mais d'ailleurs, plus ils en parlent, plus c'est illisible. Moi, je fais des livres, c'est tout à fait différent. Vous les faites comment? Dans votre bureau? Je fais des livres différents et je les fais évidemment pas de la même façon. C'est-à-dire que, par exemple, un livre comme le De Gaulle, heureusement que ma femme et moi, on a 2 maisons séparées, c'est-à-dire qu'elle vit à Paris, je vis à Marseille. Et on se retrouve, plus que le week-end d'ailleurs, on échange beaucoup. Mais heureusement, parce que la maison de Marseille, pendant 6 mois, c'était la table. D'abord, le bureau n'était pas assez grand, donc il y avait des livres absolument partout, parce que j'ai commencé à travailler avec en achetant des livres sur les sites et des trucs introuvables. Puis finalement, je me suis dit que je travaillais moins bien, je découvrais moins bien les bonnes choses. Donc j'ai acheté les livres introuvables. On met des gens pour vous les trouver, des trucs d'occasion, etc. Et une espèce de pile de livres complètement. Voilà, il y avait partout, partout, partout. Ça, c'est comme ça que je travaille. Je mets des post-it donc vous avez des livres plein de post-it. Ouais, c'est épouvantable, quoi. Je ne sais pas comment on peut vivre avec un mec pareil, vous voyez, parce que vous avez à peine la place de manger sur la table, parce que c'est entre des montagnes de livres. Et c'est vrai que, par exemple, un livre comme ça, non, il n'y a pas de dossier, il n'y a rien. Tout est dans la tête. Voilà. Donc c'est tout à fait différent. On ne travaille pas du tout de la même façon. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus marrant à écrire. C'est vrai. Après, je ne dis pas que ce n'est pas satisfaisant d'écrire un truc sur De Gaulle ou comme De Gaulle comme vous ne l'avez jamais vu, puisque on se dit, mais c'est impossible. Pourquoi on n'a jamais décrit De Gaulle comme ça, c'est-à-dire capable de tuer, de faire tuer quand même, il n'y a pas d'histoire. Et enfin, qui est très, très violent, mais qui est quand même toujours dans la recherche de l'intérêt général, qui n'est pas quelqu'un comment dire, il a un ego, c'est clair. Tout le monde s'est beaucoup moqué de lui quand il parlait de lui à la 3e personne, mais il en parle très bien. C'est parce qu'il y a un autre personnage qui est le général de Gaulle. Il faut être à la hauteur du général de Gaulle. Et il est pas, quand il parle de lui à la 3e personne, c'est pas tout à fait comme Delon. Encore que Delon, il a beaucoup d'excuses aussi, parce que Delon, c'est un mythe. Donc s'il dit, moi, Alain Delon, mais ça veut dire quoi? Je suis un mythe. Mais c'est gênant. Donc il essaye vous voyez, il met toujours une distance. Et De Gaulle, c'est pire que ça, parce qu'il se prend pour la France. Hein, c'est ça. Donc, bon, plaisir fou de travailler sur un personnage comme ça, mais on se dit, mais pourquoi personne ne l'a fait? C'est-à-dire que voilà, j'ai des piles de livres partout, puis j'ai dit, vous voyez, tout a été écrit en fait sur lui, mais personne n'a été lu, évidemment, puisque à part quelques livres, on ne lit pas, même les extraordinaires mémoires de Foccart, personne ne les lit, ça fait je ne sais pas combien, 5-6 tomes, il y a une grande partie qui est indigeste. Donc, il faut tout lire, et puis vous chopez les bons trucs, et vous les mettez dans le... Et puis il y a des mémoires de gens inconnus, de ministres dont personne ne parle plus, vous les faites venir, la moitié sont emmerdantes, ou des généraux, des anciens généraux de l'OAS, voilà, tout est ennuyeux comme la pipe, puis brusquement vous tombez sur un truc absolument formidable. C'est arrivé d'ailleurs sur des mémoires de Jouot, voilà, tiens, j'ai trouvé une pépite. Voilà, c'est comme ça qu'on travaille. Alors c'est vrai que le roman, on est libre, sauf le roman historique. Parce que le roman historique, la table peut ressembler à ce qu'elle est quand le roman historique... Mais c'est pas tout à fait la même chose, parce que le roman historique, je me laisse guider. Brusquement, je vais aller sur une période ou une ville ou une région, et là, je vais chercher la doc. Vous voyez, et là, donc, donc, c'est moins lourd que, oui, De Gaulle, et puis la suite, à mon avis, parce que maintenant, j'ai terminé Pompidou-Giscard, j'arrive sur Mitterrand. Et là, bon, faut lire. J'ai beaucoup de notes là maintenant sur cette période, évidemment, parce que j'ai connu tout ça. Mais vous avez tellement d'imagination que c'est là que ça doit être le plus difficile à brider, quand même. Pas là-dessus, puisqu'il faut mettre ses sources quand même un peu.
Je ne les mets pas systématiquement parce qu'il ne faut pas mettre trop de notes dans un livre, mais je mets quand même des notes, c'est-à-dire je mets la source, on peut retrouver les trucs que je dis, c'est pas, surtout si c'est fort. Si c'est pas très fort, je ne mets pas forcément la source, parce que bon, puis souvent on le sait déjà, quoi. Mais dès que c'est un truc très inédit, évidemment, il y a la source avec le. Là, on peut trouver. Il faut toujours écrire comme ça, parce que. Mais en même temps, c'est vrai que les éditeurs, à juste titre, n'aiment pas trop de notes. Donc, il y a une juste mesure à trouver. Mais Même pour les l'imagination. lecteurs, c'est lourd s'il y a trop de notes en bas de page. Pardon ? Même pour le lecteur, j'imagine que c'est lourd quand il y a beaucoup Oui, de notes en bas de page. Non, mais vous savez, les éditeurs n'aiment pas à cause des lecteurs. C'est pour ça que j'écoute quand ils disent ça, les éditeurs. Moi, je vois toujours les éditeurs à chaque fois me disent il y a trop de notes, il faut en enlever. Bon, j'en enlève quelques-unes justement, je répète, en gardant la note uniquement quand c'est quelque chose de fort, quoi. Mais c'est vrai que le roman, il y a un plaisir qu'on n'a pas forcément dans le livre politique. Le livre politique, on a quand même un plaisir parce que comme moi, par exemple, on trouve des trucs nouveaux sur De Gaulle, j'espère que j'en trouverai sur la suite, eh ben on est content. Mais c'est vrai que le roman, c'est le plaisir de raconter une histoire. Moi, j'adore raconter des histoires. Donc quand je dis que je ne fais pas d'œuvre, c'est-à-dire que j'écris des livres différents, des sujets qui m'amusent, avec toujours l'idée de raconter l'histoire et d'avoir des personnages. Mais quand vous me dites qu'il n'y a pas de cohérence, bah oui, il n'y a pas de cohérence et je m'en fous. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas de cohérence. Je voulais savoir si vous techniquement. Dites pas vous, mais quand on me dit il n'y a pas de cohérence, j'en ai rien à foutre. J'écris pas pour. Vous voyez, il y a des auteurs qui ont fait des sortes de monuments. Je ne vais pas citer des noms, mais enfin bon, vous voyez bien pas les grands, hein, parce que regardez un personnage. Aragon, c'était tout et n'importe quoi. Victor Hugo, c'est pareil. Vous avez des choses très différentes. Donc moi, voilà, là-dessus, je ne suis pas le seul à faire ça, puis je ne me compare pas à ces gens-là, d'ailleurs, quand je fais ça, mais je passe volontiers d'un genre à l'autre. Grand écart. Je surveille l'heure et je me dis que peut-être dans la salle, il y a beaucoup de questions. Il y a un micro qui est fait pour vous, si des gens ont des questions à poser. Levez peut-être un peu la main pour qu'on vous repère et que je puisse orienter la personne qui a le micro. Qui veut poser des questions à François-Olivier Gisbert. Sinon, on continue tout seul, hein, mais je voulais vous inviter à participer. Une fois, deux fois, trois fois. C'est moi ou je vois pas de main du tout? Oui. Tout devant. Oui, moi j'étais simplement curieux de savoir qu'est-ce que vous faites de tous ces bouquins qui vous servent en documentation. Vous les renvoyez au pilon, vous les gardez dans une bibliothèque, vous en faites des cadeaux enfin, ces livres-là, pour l'instant, ils ont eu un sort, c'est-à-dire que comme ils sont dans le genre introuvable, vous voyez, les mémoires de Maurice Chal, de Salan, enfin je sais pas, tous ces livres-là, d'Aubrey, etc. Je les ai mises dans une bibliothèque, dans ma maison de famille à Mérindol, voilà, pour l'instant. Après, je sais pas trop, quoi. C'est pas trop, c'est vrai que... Puis vous savez, aujourd'hui c'est compliqué quand vous avez des livres, parce que j'en reçois énormément de livres. Autrefois je faisais don à des bibliothèques, mais il n'y a plus de bibliothèques, enfin beaucoup moins, ça marche plus du tout de la même façon. Je suis toujours un peu désemparé pour... Alors, puis avant aussi, on pouvait les envoyer des assos qui les envoyaient en Afrique, je faisais ça tout le temps. Les unes, elles ont disparu les unes après les autres, donc je suis un peu coincé. D'ailleurs, j'ai beaucoup de livres qui attendent à Marseille, dans une petite maison que j'ai à côté de chez moi, là, c'est devenu une espèce d'antre rempli de livres. Je ne sais pas très bien quoi en faire. Le grand problème, quand on a un certain âge, c'est les livres. Hein. Les livres dont on n'a pas voulu se séparer, on n'a pas le temps. Vous voyez, parce que c'est du temps aussi, après de trier les bibliothèques, mais de toute façon, il faudra que je m'y remette. Et nettoyer, enlever, quoi, en permanence. C'est vivant une bibliothèque. Vous avez des livres nouveaux qu'il faut garder et d'autres qu'il faut écarter, quoi. Mais parfois, on reste 3 minutes. Enfin, non, peut-être un peu moins, mais devant le livre en disant est-ce que je le liquide ou est-ce que je le liquide pas, et quand même, etc. J'aimerais bien revenir dessus. Enfin, voilà. Parce que je lis beaucoup. Hein. Une autre question, quelque part? Non? Ça vous a pas... Ok. Bon, bah moi, j'ai une petite question, une dernière question, alors? Oui, Valérie, question subsidiaire. Oui, allons-y. Je ne sais pas, c'est Charles ou c'est vous qui avez été cochon dans une vie antérieure?
Moi, j'ai été, comment dire, j'ai j'ai eu des amis cochons, un peu comme le héros du bouquin. Mais c'est vrai que j'ai une espèce de rapport parfois, enfin c'est fini maintenant parce que je vais beaucoup moins dans cette maison, justement ma maison de famille. Il y a beaucoup de sangliers, c'est dans le Vaucluse, et j'ai copiné beaucoup avec des sangliers. Donc c'est vrai que j'ai une espèce de rapport, j'aime beaucoup les sangliers, ouais, qui sont, mais alors simplement, c'est toujours un peu compliqué parce qu'ils deviennent vite amis. Mais j'ai très peur après quand arrive la période de la chasse. Donc en général, j'ai poursuis à coups de balai, j'en jette des pierres vers le mois d'août pour qu'ils ne s'approchent pas spontanément comme ça vers les chasseurs en pensant ils sont gentils, ils vont me donner à manger ou ils sont rigolos. Mais c'est vrai, j'aime beaucoup les sangliers. Mais je suis attiré de toute façon par les omnivores, par ces bêtes-là. Oui, il y a quelque chose de... Oui, c'est très... Et puis, parce que c'est un animal sentimental, c'est ça qui est extraordinaire avec le cochon, quoi. Il y a quelque chose de chez lui de très, très humain, quoi. Vous préférez presque les chèvres, non? C'est pas ça? Ah oui, les chèvres, alors les chèvres, en compagnie. Ouais, parce que les chèvres, c'est toujours, ça se moque de vous, c'est toujours en train de faire des blagues. C'est un animal extrêmement drôle. Il vous taquine, vous voyez, il est très joueur. J'aime beaucoup les chèvres. Oui. Ça, c'est... Bon, après, simplement, c'est vrai que c'est un peu emmerdant des chèvres à la maison parce que ça s'enfuit. Ça n'allait pas. Ah non, puis ça s'enfuit tout le temps. Ah non, parce que la chèvre, bon, ils sont maltraités certainement, mais je sais pas, elle est moins victime parce qu'elle a une façon de gérer les choses, puis de toute façon, elle n'est pas élevée de la même façon, quoi. Elle n'est pas vraiment élevée pour sa viande. Vous voyez, elle est là toujours par hasard, soit c'est pour ce qu'on appelle le comédien, ou les comédiens, c'est souvent une chèvre dans les abattoirs pour faire venir les brebis. Parfois, d'ailleurs, ça peut être un bélier aussi. Mais pour faire venir les brebis et puis les agneaux pour l'abattoir, on fait ça, quoi. Ça s'appelle les comédiens. Mais il y a ça aussi partout. Dès qu'il y a un troupeau, il y a besoin d'avoir un chef. Et très souvent, c'est la chèvre. Elle fait ça très bien. Vous voyez, elle emmène où on veut, etc. Elle a un petit côté obéissante quand vous lui donnez des responsabilités. Mais le reste du temps, elle se fout de votre gueule. C'est un animal que j'adore. En tout cas, voilà, rien qu'une bête. Je pense que donc vous allez pouvoir trouver le livre à la sortie. Et il y a encore des dédicaces, non? Il y a le train. Je sais pas, je peux faire encore un peu parce que j'ai un train, mais ça va. J'ai le temps. Je peux en faire quelques-unes. C'est pour ça que quand même, on va pas. Ah, il y a une question. Oui. J'ai pas compris, pardon. Comment faites-vous pour copiner avec les sangliers? C'est-à-dire, la vérité, c'est que ma maison est une sorte de refuge. Alors d'ailleurs, j'ai souvent les chasseurs qui viennent me voir en disant, vous devriez clôturer tout ça. Parce qu'en fait, je suis entouré de maisons clôturées. Il y a des battues dans la montagne, parce qu'elle est au pied du Luberon, il y a beaucoup de battues. Les animaux descendent, ils n'ont pas le choix, ils connaissent le chemin, ils passent toujours par chez moi. Donc, c'est un havre, si vous voulez, un peu. Donc, vous avez d'ailleurs... à l'automne, énormément de cornes de chevreuil, ce qui veut dire qu'il y a des bagarres là où ils perdent ou simplement ils perdent tout simplement leur cornes. Donc c'est un petit havre. Et une époque où je vivais beaucoup là, ils tournent autour, ils vous regardent. Et c'est vrai que si on n'a pas peur, ils n'ont pas peur. Ils se rapprochent un peu. Je reconnais que je leur donnais à bouffer, mais j'évitais de leur donner pour justement. Mais je pense qu'ils sont quand même pas cons, ils pensaient que c'était moi. Mais j'évitais de leur donner moi-même pour justement qu'ils n'aient pas le geste d'aller vers l'humain pour réclamer de la bouffe. Mais je leur laissais des petites choses, du pain, etc. Puis tout de suite, c'était grappillé. Donc voilà. Donc j'ai eu des... Oui, par exemple, je me souviens d'un sanglier qui lui, réclamait la bouffe. Et je cédais parce qu'il le réclamait de manière un peu vindicative. Mais il était maigre, jeune et rigolo, quoi. Et comment dire, il cherchait le contact tout le temps. Et c'était pour bouffer quand même. Et je me souviens d'ailleurs un jour, pour vous dire à quel point les rapports pouvaient être proches, c'est que je vais dire tiens, je sais pas, il doit avoir faim, pourtant il y a de quoi manger dans le coin. Mais je vais aller lui chercher du pain. Et je rentre dans la cuisine et ce con me suit. Alors là, je suis un peu emmerdé. Je lui dis, il ne va pas rentrer dans la cuisine. Il est rentré dans ma cuisine, vous voyez. Donc là, je me dis, bon, s'il y a le moindre truc, il va tout casser. Qu'est-ce qui va se passer? C'est quand même extrêmement fort. Et puis en plus, quand je vous dis, c'est un jeune, mais il est adulte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas,
On voit il était un peu maigre sur pattes, mais c'était un futur, ce qu'on appelle les gros noirs, quoi, les gros mâles solitaires. Et donc, j'ai jeté un truc, je sais pas, j'ai fait un geste un peu brutal, il est parti en courant, jamais revu. Donc voilà. Mais c'est facile. Vous savez, j'ai un ami qui avait une propriété au-dessus de Monaco, et il avait un jour, il y a un sanglier qui venait vers lui. Il s'est rendu compte qu'il avait un bout de bois dans la bouche qui l'empêchait de fermer la gueule. Et il venait vers lui comme si c'était sa dernière chance. Et cet ami m'a dit, bah oui, bah j'ai pris le... Oh, c'était un gros sanglier aussi. Il m'a dit, bah, il faisait tellement pitié, tellement de peine, et j'ai compris tout de suite, bah, il voulait que je lui enlève le bâton, ce que j'ai fait. J'ai écarté un peu ce truc, et puis j'ai retiré le bâton. Et après, le sanglier tournait en permanence autour de la maison, se montrer devant lui, etc. Et bon, il a disparu après, parce que comme toujours, ces bêtes-là, elles meurent à la chasse. Hein. Le chat est très chassé, quoi, c'est évident. Même autour de chez moi, c'est dingue. C'est une zone de chasse, quoi. Puis il y a une forêt derrière, donc... Ah non, mais ça y va. Mais moi, c'est une petite réserve, vous voyez, ils connaissent ça, ils connaissent le truc. Si jamais il y a encore une question, on peut la faire passer. Non, c'est bon. Donc du coup, on va vous laisser un petit peu de temps avant le train, peut-être. Très bien, merci à vous. Absolument, merci. Merci à vous. Merci à tous.